RZN Radio. Long format. En fait, les groupes humains qui survivent, c'est les groupes humains qui ont institutionnalisé l'entraide au-dessus de la compétition. Inspirer demain. Et si on fabriquait un futur désirable? Le podcast qui explore de nouveaux récits et qui nous donne hâte de connaître la suite. Avec Camille Tribet. Arrêter la viande, limiter l'avion, trier ses déchets, tout ça peut paraître un peu futile quand de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas que, on veut produire, puiser et consommer. Alors, à quoi on peut se rattacher? Vers quoi on peut se tourner? On cherche des solutions aujourd'hui sur l'antenne d'RZN Radio avec Iliane Moundib. Bonjour Iliane. Bonjour Camille Tribet. Bienvenue sur l'antenne et en podcast pour ce nouvel épisode d'Inspirer demain. Vous êtes donc conférencier, ingénieur, spécialiste des questions de résilience climatique. Et vous êtes donc l'auteur de ce livre que j'ai entre les mains, S'adapter au changement climatique, Fake or Not, qui a été publié aux éditions Tana. Dans ce livre, vous expliquez en quoi évidemment il faut continuer à limiter la hausse des températures, mais surtout ce qu'il va falloir mettre en place pour s'adapter à la France de demain, parce que c'est certain, les enfants qui naissent aujourd'hui ne pourront pas vivre exactement comme nous, plus chaude, plus sèche, plus pluvieuse. La France va faire face à de nouveaux défis climatiques, il va falloir l'anticiper et ne plus fermer les yeux. Et pour ça, il faut trouver d'autres modèles et il va falloir charbonner. C'est ce que vous écrivez dans le livre. Oui, tout à fait, effectivement. C'est bien résumé. En réalité, ça fait quand même un moment qu'on ne voit pas l'éléphant au milieu de la pièce, et surtout dans ce contexte politique-là, en France, mais aussi à l'international, où le changement climatique et puis la polycrise écologique en général se retrouvent mis au second plan derrière des impératifs de remettre en route une forme de croissance économique qui est destructrice d'à peu près toutes les conditions d'habitabilité de la planète, mais aussi des conditions de santé de nous, de tous les travailleurs de la planète en réalité. Et donc, fondamentalement, ce qu'il faut prendre en compte, et c'est ça la notion fondamentale que j'essaye de mettre dans le livre, c'est la notion d'irréversibilité climatique. Si on tient l'objectif 2 degrés, on aura à gérer en 2050 des conditions de température et d'humidité et de sécheresse qui sont similaires à ce qui s'est passé en 2022 en France. Si vous vous souvenez, en 2022, il y a eu des régions côtières, notamment dans le sud-ouest, qui n'avaient plus d'eau au robinet. Donc ça, c'est même dans le scénario le plus optimiste. Sauf qu'on ne va pas vers cette trajectoire-là. On va vers une trajectoire au minimum de réchauffement climatique de plus 3 degrés, ce qui fait 4 degrés en France. Pourquoi ? Parce que si on cumule les engagements de tous les États et s'ils les rendent matériels par rapport à l'accord de Paris, c'est 3 degrés. Sauf que vous savez bien qu'on a un État, par exemple, qui nous fait le coup tous les 4 ans de ne plus vouloir tenir ses objectifs. Et on a aussi une deuxième menace, c'est celle des points de bascule climatique. Un point de bascule, ça veut dire qu'en fait, c'est un moment où le système climatique tourne et se met à émettre lui-même des gaz à effet de serre. En tout cas, la biosphère. Par exemple, on a vu qu'une partie du Groenland est en train de devenir une source d'émissions de gaz à effet de serre parce que le pergélisol, le permafrost est en train de craquer. Et on voit qu'aussi, dans les rapports du GIEC, plus on avance dans le changement climatique, moins les puits de carbone naturels, c'est-à-dire la végétation, les arbres pour la photosynthèse, mais aussi les planctons et toute l'activité marine des océans, sont moins capables de séquestrer du carbone. Et donc, en fait, on augmente mécaniquement la quantité de CO2 qui reste dans l'atmosphère et donc qui n'est pas séquestrée. Et ça va provoquer effectivement un changement considérable pour le monde entier, mais aussi pour la France. C'est un peu ce qui est injuste d'ailleurs, c'est qu'on peut faire tous les efforts individuels qu'on veut, on vit tous sur la même planète et c'est ça d'ailleurs qui va aussi provoquer l'inaction, c'est qu'on se sent un petit peu inutile à notre propre échelle en se disant même si moi j'arrête de prendre l'avion, je vais quand même subir les conséquences du changement climatique. Ce permafrost entre autres, il est libéré avec la fonte des glaciers, c'est du méthane qui a été emprisonné il y a des millions d'années dans la glace. Avec la fonte des glaces, il est en train de se libérer. Alors ce que vous expliquez dans ce livre, c'est qu'il est temps donc d'agir à d'autres niveaux. Il y a le niveau individuel, il y a aussi le niveau national qui est très important. Alors, il y a une distinction à faire qui est assez importante entre deux notions. Il y a la notion d'atténuation du changement climatique, ça c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est effectivement 2 volets. Un volet en éco-citoyennisme, donc action individuelle, mais c'est aussi un volet de planification écologique. Et l'objectif, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. En France, par exemple, le poste principal pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est la voiture individuelle. Et effectivement, il y a une notion très importante sur la consommation de viande. Si on prend ce prix
tourisme individuel parce que la viande émet énormément de gaz à effet de serre, notamment la viande rouge, mais aussi a des impacts très importants sur la ressource en eau et sur tout un tas d'autres composantes du dépassement des frontières planétaires. Mais la notion d'adaptation, elle est différente. La notion d'adaptation, elle traite les conséquences du changement climatique. Avec le changement climatique en France, on va avoir 3 nouvelles saisons. C'est ce qu'on appelle les rhinocéros gris du changement climatique. C'est-à-dire c'est des conséquences attendues. Pourtant, elles sont attendues et on ne s'y adapte pas, on n'y répond pas correctement. C'est comme l'éléphant au milieu de la pièce, ce concept des rhinocéros gris. Et ces 3 saisons supplémentaires, c'est une France du trop chaud. Donc ça va être des vagues de chaleur et des canicules qui vont passer de quelques jours par-ci par-là aujourd'hui à plusieurs dizaines, voire des mois entiers de vagues de chaleur dans une France à 4 degrés. C'est ensuite la saison du trop sec, parce qu'en fait, le changement climatique va provoquer une accélération de l'évaporation, donc les cours d'eau, et de l'évapotranspiration, c'est-à-dire les plantes. Et donc, fondamentalement, tout cet excès d'eau, 1 degré de plus et 7% de potentiel d'évaporation en plus, va retomber, mais d'un coup. Pas progressivement, c'est-à-dire que vous avez en partie tout le sud de l'Europe et le sud de la France qui va s'assécher, notamment les Pyrénées-Orientales, et tout cet excès d'eau, c'est la 3e saison, c'est la France du trop d'eau, va retomber en automne-hiver, en particulier sur le centre de l'Europe et donc l'est de la France, plus particulièrement, qui va connaître du coup des inondations plus régulières et plus fréquentes. Et répondre à ces conditions-là, c'est quelque chose qui fondamentalement ne peut pas se traiter par les actions individuelles. C'est fondamentalement autre chose qu'il faut mettre en place. Donc fondamentalement, il y a une question de planification des chantiers de l'adaptation. Il faut qu'on arrive à désimperméabiliser nos villes face au trop chaud, puisque en fait, le trop chaud va taper sur une vulnérabilité qui est l'effet îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire qu'en fait, nos villes sont des radiateurs. Quand il fait chaud, elles se chauffent encore plus. Et face au trop d'eau, puisqu'en fait, quand vous versez un seau d'eau sur une ville, tout le sol est artificialisé, donc rien n'est capté, tout dévale, et c'est la topographie, c'est le point le plus bas qui va se retrouver inondé. On l'a vu, par exemple, il y a eu des inondations là très très récemment dans l'est de la France, et ces crises-là, en fait, vont se multiplier en gravité et en fréquence. Et donc, fondamentalement, il nous faut remettre de la rationalité dans notre approche politique, mais dans notre approche aussi de traitement de ces enjeux liés au climat. Factuellement, on va devoir affronter cette irréversibilité climatique. Et c'est pas en faisant ce qui est en train de se produire, par exemple, dans le paysage politique français, désolé d'être un peu vulgaire, mais en ce moment, c'est vraiment le festival des idées à la con. Donc, face à ce constat d'irréversibilité climatique, on a une partie de la classe politique qui nous dit qu'il va falloir supprimer l'ADEME, supprimer l'Office français de la biodiversité pour faire des économies. Sauf que, fondamentalement, il faudrait faire tout l'inverse. Il faudrait peut-être doubler les effectifs de l'ADEME ou doubler les effectifs de l'Office français de la biodiversité pour traiter cette question d'adaptation qui n'est pas encore assez traitée dans les pouvoirs publics, parce que fondamentalement, si on ne traite pas cette question d'adaptation, on va se retrouver comme en Espagne. Catastrophe du coup à Valence, comme on s'en souvient en novembre dernier, et du coup pour tout reconstruire, l'État central arrive et met 10 milliards d'euros. Ça aurait coûté bien moins cher d'investir dès le début, effectivement. Il y a un chiffre de la ministre de la Transition écologique qui du coup devrait le mettre en application, Agnès Pannier-Runacher, qui disait que 1 euro investi dans la prévention, la limitation des risques, l'atténuation du changement climatique, c'est 7 à 8 euros économisés à long terme sur les dégâts que ça pourrait produire. Et fondamentalement, moi, quand on me propose un investissement qui fait du plus 700 ou du plus 800%, j'investis tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, on est coincé par une forme d'austérité budgétaire absurde par rapport aux enjeux physiques que l'on va devoir affronter. Si les choses ne se mettent pas en place, c'est aussi peut-être parce qu'il faut changer profondément des façons de faire, des façons d'agir, des façons de penser. Puisqu'en France, longtemps, on a pensé qu'on n'allait pas vraiment être touché par le changement climatique. Qu'est-ce qu'il faut profondément changer en nous pour qu'enfin ça puisse bouger au niveau vraiment de l'adaptation au changement climatique, selon vous? Donc, est-ce que vous connaissez, par exemple, la théorie du cheval mort ? Le cheval mort, c'est en fait une théorie qui dit si vous êtes en train de monter un cheval mort, il vaut mieux descendre du cheval et aller trouver une autre monture. Par exemple, si vous voulez traverser le désert ou je ne sais pas quoi. Puisque le cheval, c'est un des seuls animaux qui est capable de mourir debout et qui peut dormir debout. Sauf qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, le cheval mort, c'est notre système économique. Et on refuse de voir qu'il est mort. Donc, à la place, on va s'agiter. On va aller chercher une nouvelle selle pour le cheval. On va aller faire des comités d'experts pour réfléchir à comment
comment rendre le cheval plus... voilà, pour qu'il redémarre, quoi. On va changer son alimentation, on va faire plein de choses, on va réfléchir, quoi. On va s'agiter, sauf qu'en fait, à aucun moment, on pense système. Et fondamentalement, le problème qui est face à nous, c'est une question d'impossibilité de prolonger le statu quo. Le statu quo, c'est celui, du coup, qui met en place la croissance comme la seule manière de booster nos économies, de les faire survivre, de faire survivre notre modèle social, etc. Ça, c'est une impasse. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, c'est une organisation de la compétition à toutes les strates de nos vies. On va vouloir, du coup, réaliser un maximum de profit pour telle ou telle activité économique, et tous les ajustements écologiques vont se trouver à la marge de cet élément-là. Sauf que fondamentalement, et ça on peut revenir du coup à une métaphore que j'aime bien aussi, qui se trouve dans le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui s'appelle Le cycle pénurie-abondance. Cette métaphore, en fait, ça montre que le darwinisme est mal compris aujourd'hui. Le darwinisme, il est vu comme, en fait, les espèces qui vont survivre, c'est les espèces les plus compétitives. Sauf que ça, c'est faux. Il existe 2 grandes phases, en fait, dans le vivant. La première phase, c'est une phase où on est dans une situation de pénurie et d'abondance. Et devinez quoi ? En fait, les groupes humains qui survivent quand on est en scénario de pénurie de ressources, c'est les groupes humains qui ont institutionnalisé l'entraide au-dessus de la compétition. Pourquoi ? Parce que s'ils ont des institutions de l'entraide, au moment où il y a une catastrophe, au moment où il y a une crise, ils restent plus cohésifs. Okay ? Et en réalité, le problème, c'est que quand on revient à une situation d'abondance, eh ben, un des comportements majoritaires, ça va être celui de la compétition. C'est-à-dire, vu qu'il n'y a plus de pression de l'environnement, on va se retrouver dans une situation où en fait, ça va être le groupuscule, le petit groupe, la petite tribu dans le groupe global qui va être la plus compétitive, qui va l'emporter dans sa survie. Et ça recrée des conditions de destruction des institutions de l'entraide et d'exploitation du milieu qui recrée la pénurie et l'abondance. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui est dans notre société des institutions de compétition et qu'est-ce qui sont des institutions de l'entraide. Je pense que les institutions de compétition, on les voit à peu près tous. Ça peut être le marché du travail, c'est le monde économique, c'est très clair. Par contre, les institutions de l'entraide, on a beaucoup de mal à les voir en réalité et à trouver en fait des inspirations là-dedans. Sauf qu'il y en a plein. Et la première grande institution de l'entraide qu'on a, c'est la sécurité sociale. Et en fait, la sécurité sociale, l'idée, quand elle est fondée en 1945, c'est un service public non étatique. En fait, on sort en 1945 la santé de la sphère marchande. Parce qu'on se dit que la santé, c'est un bien commun. Et ça, fondamentalement, c'est révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'État qui gère la sécurité sociale. C'est les assurés eux-mêmes. Et ce qui veut dire que, en fait, ce sont les assurés qui vont assurer que chacun pourra recevoir selon ses besoins et contribuer selon ses moyens. Si on a un petit déséquilibre démographique, on augmente les cotisations. Si ce n'est pas le cas, on peut diminuer les cotisations. Et en fait, on décide ensemble démocratiquement de comment on couvre notre santé, nos temps de non-travail, etc. Et ça, c'est le cœur des institutions de l'entraide. Et donc, fondamentalement, ce qui est positif, ce qu'on peut réaliser, c'est travailler ensemble aujourd'hui par des actions collectives à l'extension de cette sécurité sociale. Est-ce qu'on en a des exemples de cette sécurité sociale, de ce modèle-là qui sort un petit peu du modèle financier pour appréhender le réchauffement climatique et réussir à s'adapter ? Oui, effectivement. Le principal exemple, et je pense que c'est les modes de réflexion de l'Institut de la sécurité sociale qui sont le plus développés, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. L'idée générale de l'adaptation, c'est qu'il faut reformuler cet enjeu-là, qui est trop formulé comme un enjeu technocratique, un peu compliqué à comprendre, etc. C'est en fait la question de la mise en sécurité sociale de nos communs, donc les villes, l'eau, l'air, et de nos besoins. Et ça, c'est fondamental, parce que le changement climatique, il provoque des rhinocéroseries, comme je vous l'ai dit, mais des signes noirs aussi. Des signes noirs, c'est des événements imprévisibles, mais qu'on peut expliquer a posteriori. C'est le Covid. Et donc, fondamentalement, ça, on n'a pas le moyen de s'adapter à ces signes noirs. On peut à peu près les anticiper, à peu près avoir des plans de crise, mais ça va taper quand même. Et donc, fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est revitaliser nos institutions de l'entraide. Et ces institutions de l'entraide, elles se construisent aujourd'hui par la base. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est une sorte d'AMAP augmenté, si vous voulez. Dans sa version nationale, la sécurité sociale de l'alimentation, on aurait chacune 100 €
sur une carte vitale de sécurité sociale de l'alimentation par mois et par personne. Et on pourrait en fait dépenser ces 100 € par mois et par personne uniquement chez des productrices et des producteurs agricoles ainsi que des transformateurs qui sont conventionnés. Et le conventionnement, c'est l'outil central de la réappropriation démocratique de la bifurcation écologique. Parce qu'en fait, on ferait des comités citoyens qui décideraient en fait quel type de production on veut conventionner et quel type de production on ne veut pas conventionner. Ce qui permettrait en fait, le bio, le local, avec cette méthode-là, de créer un marché. Si c'est 100 € par personne et par an, ça fait 80 milliards de marché. C'est un tiers du chiffre d'affaires de la grande distribution qui marcherait sur une logique d'intérêt général et sur une logique de délibération démocratique. Ça permettrait à la fois de garantir à toutes et tous le besoin vital qu'est l'alimentation, mais ça permettrait aussi d'initier du coup une transformation profonde du modèle agricole. Pourquoi ? Parce qu'on protégerait un certain nombre de productrices et des producteurs du marché international. En tout cas, ils auront un marché réservé, un débouché, et on pourrait choisir démocratiquement de ne conventionner que des productions locales, que des productions qui mettent en place ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative, c'est-à-dire les techniques de réhydratation et de régénération de nos sols, qui mettraient en place l'agroécologie, l'agroforesterie, qui paierait justement l'intégralité des intermédiaires, qui aurait des pratiques saines avec les animaux, notamment, si on veut conventionner des produits animaux, etc. Et ça, c'est créer cette sphère de l'entraide, et ça permet de créer l'alternative et de faire bifurquer tout le système, exactement comme ça a été le cas avec la sécurité sociale de 45 pour le secteur de la santé. Et une fois qu'on est rentré dans cette porte-là, on peut réfléchir à une sécurité sociale du logement, on peut réfléchir en fait à comment garantir, mettre en sécurité sociale tous nos besoins vitaux. Et j'ai vraiment la conviction que c'est comme ça qu'il faut reformuler la question climatique et la question environnementale en général. La mise en sécurité sociale des communs et des besoins pour s'adapter au rhinocéros gris et au signe noir de la polycrise écologique. Donc au prévu et à l'imprévu. Exactement. Pour résumer. Et est-ce qu'à notre échelle de citoyen, on peut faire quelque chose pour ça ? Parce que une sécurité de l'alimentation, une sécurité du logement, ça peut paraître très flou. On ne se dit pas qu'on a ce pouvoir-là de remettre en question le système à ce point en tant que citoyen. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir quand même un impact, que ce soit peut-être au niveau local, d'abord au niveau des politiques locales, et puis ensuite, à terme, on l'espère, au niveau des politiques nationales ? Parce que ça peut être compliqué à faire avaler à beaucoup qu'on doit miser sur l'entraide. Mais de toute façon, il faut aussi, on est un peu anesthésié par ce système de penser qu'en fait tout vient de la politique et que c'est en demandant aux politiques de faire qu'à la fin ils vont trouver. Alors que c'est faux. L'exemple de la sécurité sociale le montre. C'est qu'en fait, en réalité, c'est par la base que les institutions de demain se construisent. C'est par les marges que les marges contaminent le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par les marges que le monde de demain se construit. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis un peu d'accord avec vous, c'est qu'on est un peu bloqué dans les revendications écologiques ou dans les milieux un peu engagés entre deux chaises. C'est-à-dire le registre du plaidoyer politique, c'est-à-dire on va demander à nos dirigeants de faire un truc, et le registre des actions individuelles et de l'éco-citoyennisme. Sauf qu'en fait, ces deux volets-là, ils ne permettent pas de nous réapproprier nos vies. Pour moi, ce qui explique une partie de l'inaction climatique, c'est pas forcément le manque d'information, même s'il faut aller faire beaucoup de pédagogie et expliquer ça, c'est plutôt le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'on va donner le constat aux gens. Et ensuite, ils vont se dire, mais en fait, moi, j'arrive déjà pas à boucler mes fins de mois, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec votre truc ? C'est surplombant, etc. Et du coup, on a un problème qui nous tombe dessus, en plus de plein d'autres problèmes qu'on a. Et donc, une des solutions... C'est une problématique au long terme, mais on a plutôt tendance à vouloir résoudre nos problématiques à court terme. Effectivement, la fin du mois en fait partie. Alors effectivement, il y a la question long terme et court terme, mais il y a aussi la question du rapport à l'information que ça donne. Aujourd'hui, on est saturé d'un flux d'informations anxiogènes en permanence. Par les médias, par le système médiatique en tant que tel. Et ici, du coup, on essaie d'avoir des news un peu plus positives ou du coup de lutter contre ça en donnant des nouvelles qui sont empouvoirantes. Et fondamentalement, le problème avec cette approche-là, c'est que à force de recevoir des nouvelles anxiogènes, on finit par se couper.
ce milieu-là. C'est d'autant plus le cas avec l'accélération très importante qu'on a dans les événements politiques à l'international et dans notre pays aujourd'hui. Et du coup, ce qu'il va falloir et réussir à prendre en compte, c'est de retrouver une forme d'engagement qui irait en pouvoir. Et ça, c'est l'engagement collectif. Parce que quand vous souffrez d'éco-anxiété, c'est souvent aussi un sentiment de solitude. C'est-à-dire que c'est la solastalgie. Donc vous vous retrouvez en fait dans une situation où vous avez vu un truc, mais tout autour de vous, tout le monde a l'air de s'en fiche. Et après, vous intériorisez votre domination. Vous vous dites, ah bah c'est ma faute, je suis fou, etc. Ou je peux pas vivre comme ça, je suis en décalage, du coup je ferme mes œillères. Et en fait, la façon fondamentale de sortir de ça et de se sentir du coup émancipé par ces considérations, ce diagnostic-là, c'est de se mettre en lien autour des institutions futures à construire. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, pour revenir à la sécurité sociale de l'alimentation, il y a énormément d'initiatives qui sont déjà en cours pour créer, expérimenter cette sécurité sociale de l'alimentation à l'échelle locale. C'est des lieux où en fait, on se remet en lien avec des gens qui pensent à peu près comme nous, et puis du coup, on s'enrichit de ces rencontres. Et l'enrichissement de ces rencontres, il permet de construire aussi les bases des institutions de demain, parce qu'on expérimente, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça, c'est une forme d'engagement qui est réellement transformative, c'est l'engagement collectif. L'engagement collectif, il crée par la base ce que sera le monde de demain. Et il permet du coup de sortir un peu de ce piège, le double piège du plaidoyer et de la forme d'éco-citoyennisme qui est en fait les petits gestes qu'il faut faire, mais qui ne permettent pas de nous réapproprier notre rapport au monde. Alors, qu'en se mettant en lien autour des institutions de l'entraide, en les construisant par les bases, on se réapproprie nos vies aujourd'hui et on construit le futur de demain. Et c'est par les marges que le cœur sera contaminé et à un moment, tout cela sera généralisé. Pourquoi ? Parce que quand on va avoir des crises qui vont succéder, les crises sont aussi des moments d'opportunité, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est là où en fait les changements les plus radicaux et les plus révolutionnaires peuvent arriver. Et donc c'est comme ça que je vois, moi, cette question de l'adaptation, c'est que même si le spectre politique est bouché, et ben, si on construit par là-bas ces institutions, à force de crise, on va avoir l'opportunité de mettre en place ces solutions, la société va évoluer et je pense qu'aussi les plus grandes luttes qui ont eu un impact, ce n'est pas forcément des lois politiques, mais c'est notamment tout ce qui s'est passé depuis un moment sur les questions du féminisme, sur les questions de l'antiracisme. Et ça fait changer fondamentalement le comportement des gens. Et ça, c'est un vrai pouvoir. Et c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller vers le mieux et plus généralement vers la mise en sécurité sociale des besoins et des communs et la réduction de la place des dominations dans nos vies. Donc on peut essayer de se renseigner sur ce qui se fait déjà en France. Est-ce qu'il y a déjà des modèles dont on peut s'inspirer en France, des gens qui vivent comme on vivra en 2100 ? Alors, je pense pas. Mais, sur comment on vivra dans 2100, je pense pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui expérimentent. Oui, il y a plein de collectifs sur la sécurité sociale de l'alimentation. Il y en a à Paris, il y en a à Montpellier, à Bordeaux. Vous pouvez vous renseigner. C'est quelque chose qui est quand même en train de prendre une ampleur très importante. Tout aussi les petites initiatives un peu des écolieux et des tiers-lieux, c'est des choses qui sont très intéressantes à expérimenter. On peut aussi avoir une action dans nos entreprises ou dans nos lieux de travail, c'est-à-dire en expérimentant des formes de décision collective. Ne jamais penser qu'expliquer ne sert à rien, avoir du coup de la suggestion, faire passer les livres, expliquer telle ou telle chose, faire preuve de pédagogie, aller sur les réseaux sociaux, c'est aussi des choses qui permettent de participer à, on va dire, cette bataille culturelle, construire cette hégémonie culturelle écologique. Qu'est-ce qui se passe d'autre aussi ? Toutes les associations d'éducation populaire, c'est ça fondamentalement aussi, c'est-à-dire par exemple Banlieue Climat, aller parler de ces enjeux-là dans des classes sociales qui y sont peu exposées, puisque un autre biais des formes liées à l'écologie, c'est aussi que c'est très axé sur une classe sociale un peu homogène, c'est-à-dire les grandes villes. Et il faut aller chercher du coup des populations qui sont moins dans ces enjeux-là, mais en parlant toujours par le biais des besoins, d'accord ? Et ce biais des besoins, il est fondamentalement émancipateur. Et surtout, il y a une dynamique qui est en train avec la disparition progressive des services publics, il y a beaucoup d'entraide spontanées qui naissent. Et ces mouvements d'entraide spontanée, en fait, pourquoi ils sont là ? Justement, par cette théorie de l'évolution, parce qu'en fait, on a été sélectionné en cas de pénurie et abondance à nous entraider. On l'a vu par exemple à Valence, où tout le monde est allé donner le coup de main. Naturelles, tout le monde fait quelque chose. L'entraide... Voilà. L'entraide arrive et on la voit en fait. Et quelque part, il
C'est aussi comme ça qu'on a traité quelques sujets qui pouvaient paraître pas positifs sur l'antenne d'RZN Radio, en se disant, en fait, dès qu'il y a quelque chose de dramatique qui arrive, tout de suite, on a l'impression que ça fait partie de notre espèce humaine. On se rassemble et on s'aide, et dans ces cas-là, on met de côté un peu les conflits pour essayer d'apporter des vraies solutions. Donc on a quand même un peu l'impression que c'est en nous qu'on aura cet instinct de survie et qu'on l'aura de façon à provoquer cette évolution vers l'adaptation au changement climatique. Qui est en train d'évoluer en fait, mais sauf qu'on ne le voit pas, parce qu'on est toujours... En fait, ce brouhaha de flux d'informations que se jette en permanence sur tous les sujets, la peur en fait qui règne dans nos sociétés, elle nous masque les bruits de bas de transition du système et les initiatives du coup qui sont fondamentalement positives, c'est-à-dire la construction concrète de l'entraide à toutes les échelles et toutes les luttes aussi contre des dominations, parce que fondamentalement on ne peut pas avoir institutionnel l'entraide si on ne réfléchit pas et on n'essaye pas de limiter la place de toutes les formes de domination dans nos vies. Et tout ça, ça existe, sauf qu'effectivement c'est très peu mis en avant, et donc on a l'impression que tout ce qui est le miroir que le monde médiatique nous renvoie du monde, c'est quelque chose qui fait très peur, qui est très anxiogène, et donc on s'en coupe. Mais si on s'en coupe de ce flux d'informations anxiogènes, on se remet sur nous-mêmes. On fait le cocon Netflix, en fait, en gros. Et ça, fondamentalement, ça ne nous redonne pas du pouvoir. Et donc, la mise en action collective, donc agir à son échelle sur les causes qui nous tiennent à cœur, qui sont autour de cette mise en sécurité sociale des besoins et des communs, c'est une façon de se réempouvoirer. Et la seule façon de sortir de ce sentiment d'absurde, c'est de donner du sens au monde et de se mettre en lien avec les gens qui donnent un sens à ce monde-là. Ça donne du sens. Ça se dit, en fait, on est une génération dans un monde absolument exceptionnel en termes de changement, pas forcément pas positif. Du coup, cette notion d'exceptionnel, elle est neutre, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une accélération de l'histoire absolument incroyable, et donc on va avoir toutes et tous, on a déjà un rôle à jouer pour faire bifurquer le système dans le bon sens, d'accord ? Et ça, fondamentalement, ça donne du sens, et ça donne de la force, de la puissance, de l'intérêt à nos vies autant que telles, et ça permet de vaincre l'absurde. Et on a souvent du mal à se rendre compte que par des petites luttes, on participe aussi à l'adaptation, et que les luttes féministes, par exemple, ou antiracistes, ça fait partie du même combat. Et quand on comprend tout ça, ça peut favoriser aussi l'entraide, puisque ça crée des ponts entre tout ça. Dernière question, pourquoi vous l'avez écrit, ce livre, vous ? Parce que moi j'avais un peu de frustration. Donc moi je suis ingénieur de formation et je suis physicien. Donc en fait je suis venu à ce sujet de l'adaptation dans mon milieu professionnel, où en fait je faisais des analyses de risques climatiques pour des entreprises ou pour des pouvoirs publics, pour des territoires. Et je voyais que ce sujet-là n'était pas du tout abordé dans l'espace médiatique, ou qu'il était abordé un petit peu comme on abordait le sujet climatique il y a 20-30 ans. C'est-à-dire il y avait un expert, une experte qui venait parler, et on avait du coup ce lien à l'information extrêmement descendante, c'est-à-dire il y a tel ou tel problème, et puis très peu de solutions, ou des solutions vagues, c'est-à-dire manger un peu moins de viande, trier un peu mieux vos déchets, etc. Et rien n'était hiérarchisé, alors que le constat l'était un peu plus déjà. Et je me suis dit, mais en fait, on est en train de faire la même bêtise qu'on a fait avec l'atténuation. Il faut absolument se réapproprier ce mot de l'adaptation. Aujourd'hui, l'adaptation, c'est vendu et compris par énormément de personnes comme un prolongement du statu quo. On va adapter le statu quo. Il faut reprendre ce mot. Et je voulais reprendre ce mot pour lui faire donner un nouveau sens. Et ce sens, c'est la mise en sécurité sociale des communs et des besoins, parce que ça permet de résister aux conséquences attendues du changement climatique, les rhinocéros gris. Ça permet d'avoir une préparation aux signes noirs qu'on ne peut pas anticiper. Et ça permet de descendre du cheval mort en réalité et de trouver une autre monture, un nouveau système. Et voilà, on s'arrêtera là-dessus. C'est une bonne conclusion pour tout comprendre des rhinocéros gris, des cygnes noirs et des chevals morts. Je vous propose ce livre, S'adapter au changement climatique, Fake or Not, un livre d'Iliane Mondib, qui était notre invitée pour cet épisode d'Inspirer Demain, qui est à retrouver en intégralité et sans modération sur nos plateformes de podcast, mais aussi sur rzn.fr. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de la collection Inspirer Demain, à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast. S'il vous a plu, n'oubliez pas d'en parler autour de vous et de nous donner 5 jolies étoiles. À très bientôt sur RZN Radio.